Quelle performance réelle pour l'ESG? Ils sont là pour répondre à cette question. Je vais commencer par Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPRM. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-François. De l'autre côté de la table, on retrouve Olivier Guilloux, le directeur de gestion d'Ecofi. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-François. Et félicitations. Félicitations, puisque Ecofi est arrivé, il grimpe sur la 3e place de l'Alpha League 2020, donc prix prestigieux, toujours en tête LFDE, mais bravo pour cette 3e place. Et puis avec nous également, le fondateur, l'associé fondateur de Sycomore Asset Management, Aymeric Préaubert. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Alors, quelle performance réelle? C'est la question. On va tenter d'y répondre et on va revenir aussi sur ce qu'on a dit la fois précédente, puisque la dernière fois on avait beaucoup parlé des fonds verts. La situation des marchés leur a peut-être été un peu moins favorable. Donc on va essayer d'avoir un ensemble pendant environ 30 minutes pour parler de tout ça. Premier sujet, on va parler de l'actualité, c'était le mois de mars. Vous avez peut-être entendu parler d'un nouveau règlement européen qui s'appelle Disclosure. Et on vous a tous demandé de classer vos produits dans 3 catégories, 6, 8 ou 9. Alors, je vais être clair, maximaliste. Le 6 et le 8, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, on va s'intéresser qu'au 9. Arnaud Faller, juste première précision, quelle est la différence entre le 8 et le 9? Donc le 8, c'est des fonds qui assurent la promotion des critères environnementaux, sociaux, gouvernance. Et le 9, il faut avoir un objectif durable dans le cœur du fonds et l'afficher et évidemment gérer en conséquence. D'accord, ok. Deuxième question pratique, est-ce qu'il y a c'est la société qui choisit, c'est un engagement de la société ou c'est une norme qui fait que vous n'avez aucun choix, Aymeric Préaubert? C'est une norme à laquelle on doit se conformer et en expliquant pourquoi on a ces fonds qui effectivement ont un objectif d'investissement durable, ce qui est la différence entre le 8 et le 9. Ok, alors on attaque tout de suite, très rapidement, les uns et les autres. Vous allez me dire, chez vous, qu'est-ce qui est en 9? Olivier Guilloux, je commence avec vous. Alors nous, donc 100% ISR, donc on va oublier l'article 6. Concernant l'article 9, on met en avant 3 de nos fonds, qui sont 4 avec un nourricier, mais 3 fonds, donc 3 fonds principaux des blockbusters. Donc Ecofi. Donnez-moi les noms surtout. Ecofi Enjeux Futurs, donc c'est notre fonds Action Internationale. Ecofi Agir pour le Climat, un fonds mixte labellisé Greenfin. Et Ecofi Trajectoire Durable, un fonds également labellisé, mais sur les actions zone euro. Ok, parfait. Alors 3 dans une gamme chez vous qui n'est pas pléthorique. Arnaud, qu'est-ce qui est en 9 chez vous? Je ne vais pas forcément vous demander de me donner tous les noms, parce que vous avez une gamme qui est très large. Juste ce que je voudrais savoir, c'est que souvent on parle chez vous des fonds thématiques, notamment dans cette émission. Est-ce qu'il y a tous les fonds thématiques et est-ce qu'il n'y a que des fonds thématiques? Alors, d'abord, effectivement, on est quasiment tout, aussi 100% des fonds article 8, article 9, puisque 96% de nos encours en fonds verts sont 8 ou 9. Et donc, pour se concentrer sur les fonds article 9, en fait, on en a 13. Donc, effectivement, la plupart des fonds thématiques sont article 9. On pourrait y revenir, mais par exemple, l'éducation, par exemple, Food for Generation, par exemple, Climate Action ou Social Impact. Et pour autant, ce n'est pas que des fonds thématiques. Il y a des fonds aussi tout secteur, Euroland ESG ou Smart Beta Crédit ESG, qui sont aussi article 9, avec un objectif durable centré sur le climat aussi. Ok. Aymeric Préaubert, Sycomore, pionnier dans l'ISR. Donc j'imagine que vous ne devez pas avoir grand monde en 6. Non. Donc 8 ou 9, même question entre guillemets qu'Arnaud. Est-ce qu'il n'y a dans le 9 que des produits thématiques? Il y a pas mal de thématiques chez vous. Ou est-ce qu'il y a également des fonds généralistes? Alors ça tombe bien qu'aujourd'hui on ne parle ni du 6 ni du 8, parce que nous, la quasi-totalité de nos fonds sont désormais en 9. C'est-à-dire, pour être précis, 10 sur 12. Les 2 autres étant en 8. Donc il y a effectivement notre gamme thématique. Fonds éducation, le fonds transition énergétique. Vous dites le fonds éducation comme ça, comme ce que vous le connaissez. Vous l'avez lancé il y a peu celui-là.
Vous avez raison, parce que c'est notre petit dernier qui a été lancé en mars, qui est tout nouveau, effectivement. Donc il y a les fonds plus anciens, comme Happy at Work, comme Écosolutions, le fonds Sustainable Tech, et puis il y a également des fonds à vocation plus générale, plus diversifiée. Donc il y a les deux catégories qui sont aujourd'hui représentées en neuf. Ok, parfait. Les choses sont claires, on a les éléments, on connaît les produits. Maintenant, je vais être honnête, je me mets à la place des gens qui nous écoutent, des distributeurs et également des clients. On finit par avoir des normes de partout, des normes européennes, article 689, des labels français, l'AMF qui intervient, etc. En pratique, est-ce qu'on va pouvoir courir tous les lièvres et quels sont les éléments qui vous paraissent? Est-ce que le marché va plus se structurer sur le 8-9 ou sur autre chose, en particulier le label? Olivier Guillou, votre sentiment là-dessus? C'est vrai que pour l'investisseur, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, je vous le fais pas dire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la réglementation européenne est en gestation depuis longtemps. Et ça met des discussions sont très longues, mais quand ça tombe, la réglementation est mise en œuvre assez vite. Donc c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça a été tellement vite qu'on n'a pas les spécifications techniques. Donc on attend ce qu'on appelle les RTS. Donc on a des éléments de publication. Donc il y aura 18 indicateurs qui vont être éligibles dans le suivi des portefeuilles. Donc pour nous, c'est une avancée très forte là-dessus. On en reparlera tout à l'heure. Après, l'interférence avec le label. Le label, je pense qu'il faut le voir comme une certification ou une preuve de l'engagement de la société qui gère les fonds labellisés. Donc c'est important, lorsqu'on obtient un label, il y a tout un audit des dispositifs en termes d'équipe, en termes de moyens qui sont mis en place. Et donc c'est comme une garantie pour l'investisseur d'avoir une vraie équipe derrière pour gérer l'ISR et pour appliquer ces principes dans la gestion. Parfait. Le label, Arnaud Faller, c'est un peu fait dézinguer. Rapport de l'inspection générale des finances en disant « ouais, c'est bien, ça a eu son utilité, mais il y a quand même pas mal de choses à revoir ». Il y a pas mal de choses à voir, mais c'est plus la gouvernance qu'il y a à revoir. Sur les caractéristiques techniques à l'intérieur du label, il y a quand même pas mal de points communs qui ont été repris par la doctrine AMF pour les fonds les plus engagés. Les plus engageants, et donc ceux qui peuvent avoir une communication la plus large. Donc on ne voit pas forcément beaucoup d'évolutions, encore une fois, sur les caractéristiques techniques du label. Et alors, il y a un point important, c'est effectivement SFDR, c'est bien au niveau européen, c'est une logique de transparence. Dites ce que vous faites, faites ce que vous dites. Alors que la doctrine AMF et le label, c'est des logiques prescriptives. C'est voici ce que vous avez le droit de faire. Si vous voulez vous appeler ESG, voici ce que vous avez le droit de faire, etc. Donc, c'est deux logiques un peu différentes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équivalence. Mais il y a plus d'équivalence entre le label et la doctrine AMF. Bien. Tout ça, c'est de la réglementation. Tout ça, on va être honnête, ça nous saoule un peu. Donc maintenant, je voudrais qu'on reste les pieds sur terre et qu'on se pose des questions, qu'on réagisse avant de rentrer dans la vraie question, c'est la mesure, la performance réelle. Déjà, première question de fond, parce que c'est énorme, tout ça, c'est fort sympathique. Mais si on va et si on recommande à des clients de souscrire à des fonds ISR, dans votre esprit, c'est pourquoi? Je vous donne deux hypothèses et on lance le débat là-dessus. Première hypothèse, c'est pour acheter des boîtes qui sont parfaites. Donc, je vais mettre des producteurs d'énergie renouvelable parce qu'il n'y a pas de CO2, etc. Et c'est génial. Deuxième approche, je vais mettre des boîtes qui ne sont pas forcément géniales, mais je vais y aller pour leur dire, les gars, il faut vous bouger. Aymeric Préaubert. Oui, c'est exactement ça, ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qu'à mon avis il faut faire et c'est ce que nous faisons chez Sycomore. C'est-à-dire qu'un portefeuille ISR, je dirais, efficace et pas simplement parce que c'est à la mode aujourd'hui et que ça fait chic de parler d'ISR, c'est un portefeuille qui intègre bien évidemment des pure players, par exemple des énergies renouvelables et des sociétés qui, je dirais, sont incontestables sur le plan ESG, c'est les bons élèves. Mais pour que les choses fonctionnent et pour que, à terme, les choses évoluent réellement, ce qui est le plus important pour nous, c'est de regarder la dynamique. Et donc, investir dans des entreprises qui, aujourd'hui, ne sont pas parfaites, mais qui ont engagé une évolution, une transformation. Ça peut être sur l'aspect climatique, ça peut être sur l'aspect gouvernance, ça peut être sur l'aspect social. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui l'essentiel de notre travail. Si l'ESG consistait à dire j'achète uniquement les fabricants d'éoliennes et les panneaux solaires, ce serait assez réducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes gérant, moi je suis client. Vous me réclamez le droit d'investir sur Total.
si jamais ils font des efforts. Vous êtes d'accord que moi, en tant que client, je suis en droit de vous dire « OK pour que vous mettiez Total », mais il faut vraiment que vous me montriez qu'il se bouge. Exactement. Je pense que ça, c'est peut-être je dirais, la version 2.0 de l'ISR, parce qu'on est passé d'un stade où tout le monde s'en foutait, c'était il y a 20 ans, à un stade où aujourd'hui, je ne connais pas un asset manager, à commencer par BlackRock, alors je ne sais pas trop comment ils font de l'ISR, parce qu'ils font de l'indiciel, mais bon, ça c'est autre chose, qui ne parle pas d'ISR. Donc c'est devenu totalement mainstream, mais ensuite, il y a, et c'est très bien, hein, et c'est vraiment très bien, mais je pense que le plus important, c'est de réfléchir sur, aujourd'hui il y a une situation, comment on peut aller, par exemple sur l'aspect climat, à 0 émissions en 2050. Je ne sais pas si on y arrivera, parce que ça peut sembler loin, 2050, mais c'est un enjeu qui est vraiment très complexe. Et donc il faut montrer à nos clients que l'on investit dans des entreprises qui aujourd'hui sont loin d'être parfaites, mais qui vraiment sont en train d'entamer leur mue. Arnaud Faller, votre sentiment? Je partage totalement ce point de vue. D'ailleurs, dans notre fonds climat, en fait, on est tout secteur, évidemment autre que le charbon, mais on estime que les valeurs énergétiques font partie de la solution. C'est-à-dire que pour être carbone neutre en 2050, hein, les États se sont engagés là-dessus, les corporates de plus en plus, il faut que les valeurs énergétiques bougent pour pouvoir effectivement atteindre cette trajectoire. Simplement, il va falloir faire le tri au sein de ce secteur-là. Et donc nous, on s'est d'ailleurs appuyé avec le CDP, hein, qui est l'ONG de référence pour les politiques climat. Et le CDP note les sociétés. Et parmi les valeurs énergétiques, il y a des valeurs très bien notées et d'autres très mal notées. Et effectivement, Total est plutôt bien noté, Engie est plutôt bien noté, etc. Olivier Guillou, votre sentiment chez Ecofi, il faut travailler en dynamique ou il faut être en statique en train de dire il faut privilégier véritablement les meilleurs aujourd'hui, même si leur marge de progression est peut-être plus faible? Non, moi j'ai toujours été attaché à la notion d'effort, de progression dans la performance. Chez Ecofi, on est très attaché également au dialogue avec les entreprises. Et donc si effectivement la première chose que vous faites, c'est d'exclure sur des principes d'un instant T des valeurs, vous n'irez jamais au contact du dialogue, vous ne pourrez pas les interpeller en assemblée générale. Et donc c'est important justement d'avoir ce jugement, cette capacité d'investir sur des secteurs impactés tout en évitant les valeurs qui ne font pas d'efforts et les plus controversées, ce qui est notre position. Est-ce à dire que collectivement, vous allez devenir de plus en plus actifs en assemblée générale pour poser des questions sur le thème du climat? Oui, c'est bien le cas. Mais pour revenir sur, effectivement, il faut accompagner les sociétés progressivement, mais il y a aussi, entre guillemets, les meilleurs de la classe qui peuvent s'endormir et qui ne voient pas que la barre monte partout ailleurs. Et quelqu'un qui s'endort, alors qu'il peut être bien noté il y a quelques années, et finalement, il faut aussi le réveiller aussi de temps en temps, parce que, encore une fois, l'exigence est beaucoup plus forte que ce qu'on avait il y a 4 ans, demain encore plus, etc. Et donc, d'ailleurs, la partie dialogue avec les corporates va être évidemment très forte dans tous les fonds à impact, pour effectivement les accompagner progressivement, pour leur montrer là où ça va très bien et là où ça va un peu moins bien. Je reviens sur ma question. Est-ce qu'il va falloir être plus présent en Assemblée générale? Parce que, Arnaud, pardon, mais je vous aime bien tous, mais le dialogue avec les actionnaires, moi je suis client, je ne le vois pas. Donc, je reprends mon échange avec Aymeric. Aymeric me dit, je réclame le droit en tant que gérant de pouvoir investir sur Total si je considère que Total est capable de progresser. Et moi je lui dis en tant que client, moi je peux entendre le discours qui m'est tenu, mais moi je veux qu'on me rende des comptes. Le dialogue actionnarial, quand il se fait dans un hôtel à Paris, le client il n'y voit que dalle. Quand aujourd'hui on a par exemple sur le dossier de Danone un certain nombre d'asset managers qui dit on a posé des questions à tous les administrateurs de la boîte pour savoir quel était leur sentiment, moi je suis client d'un de ces asset managers, je me dis au moins je sais qu'ils sont bougés sur le dossier Danone. J'ai une certaine visibilité. Donc est-ce qu'il faut être plus actif en Assemblée générale? Absolument. Et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années et on accélère le mouvement. Parce qu'on a dit, on est tous d'accord là-dessus qu'il était important de réfléchir en dynamique, c'est-à-dire les entreprises qui progressent et qui s'améliorent. Je dirais que l'étape suivante, c'est celle de l'impact, qui est le sujet sur lequel il reste presque tout à faire. Et cet impact, sans vouloir être trop théorique et trop complexe, je pense qu'il faut aborder, c'est un problème assez difficile à cerner. Le premier point, qui est probablement le plus facile, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie démarche sincère d'une entreprise donnée pour aller vers le mieux et avoir un impact positif? Ça, c'est le premier point qu'on doit estimer. Et après cette notion d'intentionnalité, il y a la notion d'additionnalité.
Ce que je veux dire par là, c'est ne soyons pas naïfs et pleins de bons sentiments. On se pose la question tous les jours chez Sycomore. Est-ce que ça suffit d'être actionnaire? Et si je n'étais pas actionnaire de cette société, est-ce que les choses finalement ne seraient pas les mêmes? Et ça, c'est une vraie question. Donc le corollaire de ça, c'est de se dire, pour avoir un impact réel, bien sûr, il faut être actionnaire, sinon on ne participe pas aux assemblées générales, on ne peut pas influer sur les choses, mais il faut entamer un dialogue. Nous, on a fait le choix du dialogue constructif chez Sycomore. On n'est pas des activistes agressifs parce qu'on souhaite investir l'argent de nos clients dans des entreprises pour lesquelles on soutient la stratégie, où on a une communauté d'intérêt avec les managements, mais parfois ça ne va pas assez vite. Et c'est ça l'élément le plus important, c'est d'entamer le dialogue. Je peux prendre plein d'exemples. On a entamé au cours des années passées beaucoup d'actions avec les entreprises. Total, c'est un bon exemple. Alors Total, on n'est pas tout seul, hein, parce que c'est des KPI énormes, et donc on ne peut pas faire bouger les choses, mais justement pour que le groupe précise, détaille, explique sa stratégie de... Puis peut-être si j'ai 2 minutes, un autre exemple important, parce que j'essaye d'être concret. Je pense à une société qui peut être parfois bien notée, parfois mal notée, selon les analyses, parce que les avis divergent, qui est Téléperformance. Je prends cet exemple pour sortir du climat. Téléperformance, on connaît tous l'activité de la société, les centres d'appel. C'est 300 000 salariés, c'est colossal. Et ces salariés, ils ne sont pas en France. L'immense majorité sont offshore, et dont beaucoup aux Philippines, beaucoup au Mexique. Donc c'est très bien de parler de gender equality, de traitement social, mais on est dans des pays où les lois sont très différentes de ce qu'on peut connaître, par exemple, en Europe. Et donc, c'est un sujet très délicat, mais c'est un sujet sur lequel on entame un dialogue constructif, parce que si on est agressif, la porte se ferme et il ne se passe rien, pour dire comment vous vérifiez, comment vous analysez le traitement de vos salariés dans ces pays. Ça prend des années, ce n'est pas sur un claquement de doigts, mais c'est comme ça que l'on peut faire de manière concrète évoluer les choses. Ok, ça c'est... alors on a une question de quelqu'un qui nous dit « Ok pour un dialogue, mais êtes-vous écouté ?» Est-ce que vous avez le sentiment que les sociétés vous écoutent plus qu'avant? Oui ou non? De plus en plus. Évidemment que parfois, il faut sonner plusieurs fois, mais pour autant, de plus en plus. Parce qu'il y a aussi le risque de réputation, parce que même en interne, la bonne nouvelle, c'est que les salariés, généralement aussi, de ces sociétés-là, veulent aussi se bouger. Donc de plus en plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des cas où la compréhension a été totale. Bien, ok. Vous m'avez pas... Et puis s'il n'y a pas d'écoute, s'il y a un mur en face de nous, bah, clairement, on désinvestit. Et ça fait partie, entre guillemets, du contrat. On investit parce qu'il y a une démarche de progrès. Si on ne peut même pas parler, bah là, évidemment, ça sort du spectre. On n'est plus investisseur. Parfait. Là, Mais la plupart écoutent. Hein, la plupart écoutent. Là, on est en train de parler du dialogue entre vous, gestionnaires, et les sociétés cotées. Moi, maintenant, je voudrais qu'on parle du dialogue entre vous, gestionnaires, et moi, conseiller, et moi, client. Se pose la question donc, de la mesure de la performance réelle, de la mesure de l'impact. Qu'est-ce que vous dites aux clients? Qu'est-ce que vous présentez comme indicateur extra-financier? Olivier Guilly, je me tourne vers vous avec, sous les yeux, un reporting de fonds. J'en ai pris un au hasard, enfin pas tout à fait, parce que ma règle c'était de prendre un 9. Donc j'ai pris Ecofi Trajectoire Durable. Très bien. Chez Ecofi, la stratégie pour dire aux clients, voilà ce qu'on a fait de votre argent, voilà les profils, quels sont les critères que vous mettez en avant? Alors, donc, déjà, la problématique de la data est un enjeu majeur pour les sociétés de gestion. Pas seulement en termes de coûts, mais en termes de qualité des données. Donc ça, c'est un enjeu on parlait tout à l'heure de la transition écologique. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, notre demande, évidemment, elle porte sur des reportings standardisés, sur des scénarios qui sont basés sur non pas des modèles internes, mais qui sont basés sur des données scientifiques et qui sont audités. Donc ça, c'est notre demande. Évidemment, on voit bien qu'avec l'évolution de la réglementation, on parlait tout à l'heure de SFDR, les choses vont s'améliorer sur ce point-là. D'ailleurs, on attend dans la réglementation SFDR, les 18 indicateurs. Donc, on pourra étoffer notre offre d'indicateurs d'impact. Alors, si on revient aux indicateurs d'impact actuellement... Alors déjà, sur les notes ESG, j'ai constaté que vous publiez les notes des sociétés en portefeuille. Je constate que vos critères traditionnels, c'est ESG. Oui. Puis vous rajoutez quelque chose, ça s'appelle la touche Ecofi. C'est quoi la touche Ecofi? Non, en fait, on utilise un prestataire de données, une agence de notation, de notes ISR, et ces notes sont pondérées selon des facteurs qui sont propres à la société. Et nous, on apporte une touche dans la mesure où on souhaite rehausser certains indicateurs
pour leur donner une proportion. D'accord, donc vous intégrez vos biais en disant on a un biais tout à fait. Voilà, par exemple sur la relation fournisseur, sur le social. Donc on a un petit biais qu'on essaye on déforme en fait la note selon un critère qu'on a étudié, qu'on a retenu. Ok. Sur chaque fonds, vous me donnez 6 critères en termes de ESG sur lesquels vous faites un zoom. Quels sont ces Alors critères? ça, c'est la situation 2021. Évidemment, on espère en faire plus dans l'avenir avec une offre qui serait plus élargie de la part des entreprises et puis des prestataires de données. Donc on a retenu, dans les 3 familles ESG, on a retenu 2 indicateurs. Donc le premier indicateur, évidemment, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'impact sur le climat, donc sur les émissions à effet de serre. On a également rajouté, donc ça c'est une nouveauté qu'on a pu intégrer à fin 2019, c'est l'alignement 2 degrés. Alors c'est sujet à caution puisque encore une fois, on attend une amélioration des données, mais en termes d'affichage pour l'investisseur, c'est assez intéressant d'avoir le degré du portefeuille ou le poids dans le total de l'actif qui est aligné sur la stratégie 2 degrés. Donc ça, c'est l'aspect environnement. Ensuite, évidemment, Ecofi oblige et l'appartenance au crédit coopératif, on a un fort volet social. Alors, fort volet social, on n'est pas très originaux puisqu'on regarde un peu la variation des effectifs. Et puis, on regarde l'égalité, le pourcentage d'encadrement des femmes, le pourcentage des femmes dans l'encadrement. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. D'accord, et les critères gouvernance? Et la gouvernance, en fait, on va regarder 2 choses. Le partage de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est des choses qui nous semblent très intéressantes et très utiles. Et une donnée qu'on aimerait pouvoir consolider et qui est très, très importante pour nous, c'est la fiscalité. Le fait d'avoir une fiscalité... on va dire efficace. De ne pas avoir un coureur de jupons de paradis fiscaux. Voilà, c'est la responsabilité fiscale. Et là-dessus, on est très demandeur d'avoir des informations puisque c'est très chronophage d'aller dans chaque rapport annuel, d'essayer de recalculer l'impôt réel payé par pays. Et donc, les évolutions réglementaires, en tout cas c'est le cas en Europe, devraient permettre une amélioration de cet indicateur. Ok, donc ça, c'est ce qu'on trouve dans tous vos reportings. Tout à fait. Aymeric Préaubert, j'ai quoi sous les yeux? Happy at Work et EcoSolution. Qu'est-ce que vous construisez comme indicateur et qu'est-ce que vous présentez aux clients? Alors, il y a quelques minutes, on parlait de labels. Et on a dit que c'était... je pense que c'est bien qu'il y ait des labels, ça permet d'éclairer un petit peu les clients, mais c'est vrai que c'est assez compliqué et peut-être pas suffisamment précis. Donc nous, ce qui nous paraît, au-delà des labels, auxquels on doit bien évidemment se conformer, c'est de proposer à nos investisseurs des métriques d'analyse les plus objectives et quantitatives possibles. C'est ça qui nous paraît l'essentiel, parce que là, on parle de sujets qui sont des sujets éminemment qualitatifs. Quand on parle, par exemple, de gouvernance, quand on parle de satisfaction au travail, ou quand on parle d'impact climatique, et je vais m'arrêter 2 secondes sur l'impact climatique, il faut, à notre avis, développer des modèles d'analyse. Depuis des dizaines d'années, voire peut-être des siècles, il y a des modèles d'analyse financière, il faut développer des modèles d'analyse extra-financière. Pour prendre l'exemple du fonds EcoSolutions sur la transition énergétique, nous avons développé, ça fait maintenant plus de 5 ans, une métrique qui s'appelle la NEC. NEC, ça veut dire Net Environmental Contribution, qui a pour but de mesurer l'impact environnemental de toutes les sociétés que nous analysons et de celles, bien évidemment, sur lesquelles nous investissons. Quand je parle d'impact environnemental, il y a un sujet qui aujourd'hui est bien suivi, ou relativement bien suivi, qui est celui du CO2. Puisque c'est mesuré, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le regarde, mais quand on parle d'impact environnemental, on ne se limite pas au CO2, il y a d'autres aspects. Il y a les aspects biodiversité, et ça c'est très complexe à appréhender. Il y a les aspects préservation des sols et origine des matières premières. Il y a toute la problématique du recyclage, de l'utilisation de l'eau. Donc tout cela, et on ne peut pas dire aujourd'hui le CO2 c'est important, mais l'épuisement hydrique on s'en fiche, et la façon dont les minerais sont extraits aussi. Et donc l'ANEC, c'est un projet qui est très ambitieux, qui est là aussi en train d'évoluer, de progresser, parce qu'on ne considère pas d'avoir trouvé la solution miracle. On travaille également avec des universités, on travaille avec des consultants pour développer ça, et on présente à nos clients, je dirais, un corpus de data qui est
solide, qui n'est pas je pense que, je crois que, mais c'est vraiment des données scientifiques pour appréhender de manière, de manière holistique ces sujets. Emery, je vous entends, mais l'ANEC, OK pour Écosolutions, sur Happy at Work, vous la présentez partout, l'ANEC. Sur tous vos reporting. Pour l'impact environnemental des sociétés. Pour l'impact environnemental, il y a sur Happy at Work, il y a d'autres indicateurs. Alors il y a d'autres indicateurs parce qu'effectivement, il nous semble naturel que pour chaque approche thématique, il faut développer une méthodologie qui soit pertinente. Je vais prendre un deuxième exemple. Alors, il y a le fonds éducation qui vient de sortir, mais nous allons lancer un fonds ce mois-ci ou au plus tard, début juin, qui s'appelle Inclusive Jobs. C'est une idée qui a été initiée, entre guillemets, suite à cette crise sanitaire. Il y a tout un tas d'impacts sociaux dramatiques. Le chômage, c'en est un et très grave. Donc on s'est dit, réfléchissons à un produit qui a un impact positif sur l'emploi. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire investir dans des sociétés, évidemment, qui recrutent. Ça semble assez évident. Mais un emploi n'est pas égal à un emploi en fonction de là où il se trouve, en fonction de la nature des personnes qui sont embauchées. Si c'est pour embaucher des ingénieurs à 200 000 $ par an dans la Silicon Valley, c'est formidable, mais ce n'est pas eux qui ont besoin de nous. Si c'est pour embaucher dans des bassins désindustrialisés des personnes non qualifiées, là, il y a un impact social beaucoup plus fort. Et donc, on a développé une métrique pour ce fonds. On ne l'a pas fait tout seul, là encore, parce qu'on n'a jamais raison tout seul. On a fait ça avec un consultant anglais. Ça s'appelle The Good Jobs Rating, qui mesure l'impact social de la création d'emplois. Donc il y a évidemment le nombre d'emplois, il y a la nature des personnes employées, la localisation géographique. C'est un deuxième exemple qui montre qu'on essaye, on part de quelque chose qui est très, je dirais, qualitatif, difficile à cerner, pour en faire quelque chose d'analysable le plus, je dirais, rigoureusement possible. Juste parce que je sais qui est votre voisin, ça peut mener jusqu'au solidaire, ça ? Parce que si on regarde l'économie solidaire, c'est la qualité des emplois. On a parfaitement répété cette émission, il y a passé des heures, parce que dans ce fonds Inclusive Jobs, il y a effectivement une portion qui est de 10% qui est sur des investissements solidaires, qui est gérée par un partenaire, ce qu'on ne peut pas tout faire. Non mais d'accord, mais voilà, en tout donc cas, effectivement, tel que vous présentez les choses, ça. Quand on connaît un tout petit peu le marché, il y a une partie solidaire dans le produit, on sait absolument. qu'Ecofi travaille beaucoup sur tout ce qui est solidaire, etc. Et on sait qu'effectivement, tous les jobs n'ont pas exactement la même valeur. Arnaud Faller, vous, qu'est-ce que vous faites chez CPR en termes de reporting? On est plus sur des reportings annuels? Évidemment, on a des reportings mensuels, mais on a aussi, il nous semble que l'année pour évaluer la totalité du portefeuille, c'est une bonne idée. Donc, on publie des reportings annuels d'impact. Alors, c'est entre 20 et 25 pages, c'est par fonds. Donc, on en a fait le deuxième sur le fonds éducation. Au passage, le fonds éducation a eu un gros succès. Aujourd'hui, on est à plus de 700 millions d'euros d'encours. Sur Food for Generation, il arrive. Sur Climate, le deuxième arrive. Sur Social Impact, on va créer aussi le rapport d'impact au cours des prochains mois. Et c'est quoi le rapport d'impact? C'est en fait illustrer en gros, le thème d'investissement par des indicateurs clés. Alors, je donne l'exemple sur l'éducation. Donc, il a fallu cette fois-ci que les gérants et les équipes de gestion, évidemment en dialogue avec les entreprises, aussi pour bien mesurer la connexion par rapport au thème et les services donnés aux étudiants ou aux adultes pour la formation continue, parce que, encore une fois, c'est éducation au sens large. Mais donc, on peut ainsi publier ce genre de rapport. Alors, par million d'euros investis, combien d'élèves ou d'étudiants ont bénéficié d'un accès à l'éducation, combien d'élèves ont été transportés par les sociétés spécialisées dans les transports scolaires, la même chose pour les repas servis ou les étudiants logés. Donc, ça permet d'illustrer concrètement les conséquences de l'investissement dans telle ou telle société vraiment ciblée sur le thème. Au passage, il nous semble que publier, il le faut, les notes ESG moyennes du portefeuille, c'est évident. Simplement, ça parle de moins en moins à la personne physique, à l'épargnant. Et d'ailleurs, on a fait l'étude avec Deloitte et après Insight AM sur quelle était la demande des épargnants et des conseillers issus du monde bancaire ou des CGP. C'était plus de concret. C'est-à-dire que certes, on a confiance dans l'investissement responsable, mais on veut des choses concrètes, plus de concret. Et il nous semble que les rapports d'impact, c'est une réponse à cette demande de la part des investisseurs, plus de concret. Donc, évidemment, sur le climate, c'est combien on réduit l'empreinte carbone, aussi combien de sociétés en détient en portefeuille qui ont pris l'engagement
Parce qu'il y a une initiative qui s'appelle SBT, Science Based Target, qui est commune à WWF, l'ONU et CDP, où les sociétés elles-mêmes s'engagent sur la durée à être alignées à la trajectoire 1,5 avec audité. Et donc, on peut communiquer sur le nombre de sociétés qui se sont engagées formellement sur cette trajectoire. Ok, vous regardez ces documents, vous les avez puisque c'est les documents réglementaires. Je partage votre sentiment, entre guillemets, message à tout le monde, à vous et également à la place. Les indicateurs, c'est très bien, mais pour un client et un conseiller, ce n'est pas forcément toujours facile à appréhender. C'est vrai que s'il y avait des exemples de sociétés, ça serait sûrement plus parlant pour dire, bah tiens, voilà un exemple typique dans le portefeuille. Ce n'est qu'un exemple, ça vient à côté, mais ça peut effectivement faciliter les choses. Juste par rapport à ça, Aymeric, petite question toute bête. Est-ce que ces indicateurs, ils ont plus vocation à informer le client après coup ou à construire les portefeuilles ? Non, ils ont été construits, ils ont été définis pour construire les portefeuilles, pour nous permettre à nous de juger dans les différents thèmes que l'on a cités. On a parlé de transition énergétique, on a parlé d'emploi, on peut parler aussi de satisfaction des salariés, c'est le fonds Happy at Work, Sustainable Technology, qu'est-ce que ça veut dire et donc on le fait bien évidemment pour nous d'abord, pour pouvoir avoir une grille de lecture nous permettant d'analyser de la manière la plus robuste possible les entreprises. C'est pour ça qu'on le fait. Et puis ensuite, ça nous permet effectivement, comme le disait Arnaud, de donner des éléments tangibles, concrets, d'explication à nos clients. Parce que je pense que demain, et ça a commencé aujourd'hui, mais comme tout le monde fait de l'ESG ou de l'ISR aujourd'hui, les clients, ils sont intelligents, ils n'achètent pas sans regarder, ils veulent qu'on leur explique. Et la différence se fera entre ceux qui ont une démarche réellement à la fois sincère, évidemment, et construite, par rapport à ceux qui, en gros, suivent la vague en se disant « bon, bah maintenant, il faut mettre un petit peu de peinture verte parce que sinon, on n'arrive pas à vendre nos fonds ». Et c'est ça, la différence se jouera là-dessus. Donc, on fait ces méthodes pour construire nos portefeuilles, et ensuite, ça nous permet d'expliquer, je l'espère clairement, de donner des informations d'impact à nos clients. Allez, l'heure tourne. Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur les situations de collecte, entre guillemets, et un peu de performance des fonds dont on avait parlé la fois précédente. La fois précédente, grosso modo, c'était quel thème porteur ? On avait dit dans les thèmes porteurs, tout ce qui était vert, tout ce qui était énergie renouvelable, il y avait une dynamique absolument formidable. Voilà, il y a la musique, comme ça on peut commencer à swinguer. Je n'ai pas tout à fait terminé, non, je suis désolé, la régie. Je présente mes excuses à la régie, je vais déborder un tout petit peu. Olivier, la tendance, le début d'année avec la rotation sectorielle a été difficile ? C'est très variable sur les performances des fonds. La dernière fois, on avait évoqué effectivement la thématique verte qui a clairement souffert sur cette période. Pour différentes raisons, une hausse des taux rapide aux États-Unis, probablement des prises de bénéfices assez fortes, et puis également des problématiques liées à des indicateurs de gestion passive qui ont été un peu mouvementés et rééquilibrés. Voilà, mais ceci dit, c'est vrai qu'à court terme, on est un peu déçu, mais ça ne change pas l'histoire. C'est pas l'affaire de l'année, c'est l'affaire du siècle, on va dire. Ok. Aymeric Préaubert, je vois, puisque j'ai le reporting sous les yeux, fin avril, plus 7,50 pour Ecosolutions, 10,6 pour l'indice, légère contre-performance. Les clients réagissent comment ? Les clients continuent à souscrire le produit parce qu'on avait effectivement dit lors de la précédente émission, c'est une thématique porteuse, mais on avait ajouté, je crois que c'était tous les trois, on avait ajouté, c'est une thématique porteuse, mais il faut peut-être réorienter les portefeuilles en se séparant, en tout cas c'est ce qu'on a essayé, essayé de faire ce qu'on a fait, de certains titres qui sont surévalués. C'est pas parce que j'aime beaucoup ce thème et j'y crois à long terme que je ne vais me voiler les yeux. Il y a une bulle sur certaines valeurs vertes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc on a vendu un certain nombre de pure players qui étaient, je pense pour des raisons de mode, des effets de mode un peu survalorisés, mais dans une thématique, et avant de lancer un fonds thématique, il faut avoir un univers assez large pour aller vers des sociétés qui sont en retard. Je pense à des Veolia. Et effectivement, bon, c'est pas à moi de juger la performance des fonds, parce que nos clients le font mieux que nous, mais vous venez de le dire, on est entre 7 et 8%, c'est-à-dire un peu moins bien que l'indice, mais il n'y a pas beaucoup d'écart, après avoir fait 30 points de plus que l'an dernier. Donc les performances continuent d'être satisfaisantes. Une fois que j'ai dit ça, ça ne va pas être en ligne droite, parce que c'est normal et cette rotation va durer. Donc il faut être dans les fonds, je pense qu'il faut bien aussi faire bouger les fonds et ne pas rester sur les valeurs qui sont dans certains cas trop chères. Ok, Arnaud Faller, la tendance collecte sur ce premier trimestre, notamment sur les fonds thématiques ?
L'ordre de grandeur, c'est quand même, ça continue, hein, presque 2 milliards d'euros sur les fonds thématiques juste au premier trimestre. Et en termes de performance, donc les fonds thématiques chez nous, évidemment, on joue un thème porteur et pérenne. Et pérenne veut dire qu'effectivement, il y a un peu plus de valeur de croissance. Donc effectivement, depuis le début de l'année, c'est parfois un peu en retrait, c'est hétérogène, hein, c'est-à-dire que la thématique du vieillissement fait mieux que la thématique, évidemment, par exemple, climat. Mais pour autant, ça reste d'actualité, les gens continuent évidemment à faire confiance et on ne juge pas sur juste 3 mois. Est-ce qu'on embarque plus facilement les clients sur une thématique? Est-ce qu'ils acceptent plus facilement une contre-performance ponctuelle? Oui, d'ailleurs, on a pu montrer que la durée de détention, et c'est une bonne nouvelle, la durée de détention sur les fonds thématiques, elle est généralement 2 fois plus longue que la durée de détention sur les fonds classiques. Et donc, en gros, il y a moins la culture du zapping. Et donc, parce que les épargnants s'approprient aussi le thème. Et donc, c'est pour ça qu'ils acceptent effectivement de regarder les performances au-delà de 3 mois. Ok, merci beaucoup à tous les trois. On a un peu débordé. Je le disais tout à l'heure en faisant le point marché, en commentant les marchés actions avec Nadine Trémolière, c'est la fête. Et là maintenant,